Re-bienvenue à un nouvel épisode de On Jase Business. Aujourd'hui, j'accueille pour un deuxième passage Jean-François Cloutier, qui est directeur d'agence chez IA Groupe Financier. Donc, Jeff, c'est juste des discussions vraiment animées, très, très, très cool, qui on rentre deep dans des sujets au niveau des finances personnelles, en placement, en assurance. Et lui, il a un contexte qui est différent parce qu'il chapeaute justement cette équipe-là de CSF chez IA. Donc, on a parlé de plusieurs sujets chauds dans ce deuxième passage-là. On a amené un petit peu plus la discussion vers le côté personnel, familial et émotionnel, right? Donc, premier sujet fort qu'on a discuté, c'est le suivant. On a parlé de la facture amoureuse, excuse-moi, la facture amoureuse. Allez lire le livre de Pierre-Yves McSween. Qu'est-ce qu'on a parlé par rapport à ça? Ben, c'est les finances personnelles. C'est quoi le genre de communication que tu as avec ton chum, ta blonde? Est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est ouvert comme discussion? Est-ce qu'on devrait l'être? Parler justement des dettes, des investissements qu'on a avec notre douce moitié, c'est important. On a parlé aussi du mariage, des prenups. Est-ce que c'est vraiment ça s'adapte bien au Québec, les prenups? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est vrai? Fait que ça fait partie d'un sujet qu'on a discuté dans le podcast. Deuxième sujet, c'est par rapport au infinite banking. Oui, on a parlé de ce sujet qui fait fléau sur les réseaux sociaux et comment ne pas se faire biaiser par cette stratégie d'investissement qui ne s'applique pas au Québec. Donc, je vais laisser ça, puis vous allez pouvoir l'écouter plus en détail vers la fin du podcast. Et la troisième discussion qu'on a eue ensemble, c'est par rapport à la mission philanthropique que Jeff veut amener dans sa vie, sa vision de comment il veut élever ses enfants en tant que papa, quel genre de patrimoine familial qu'il veut bâtir, puis qu'est-ce qu'on devrait espérer vouloir créer en accumulant de l'argent. Donc, en travaillant fort, cet argent-là va servir à quoi? Comment on veut bénéficier notre famille et notre société en retour? Donc, c'est un peu les sujets qu'on a parlé. Évidemment, on a parlé aussi des finances personnelles à travers tout ça, mais un deuxième épisode passionnant, puis évidemment, il va revenir pour un troisième passage l'année prochaine. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute, puis on se revoit dans un prochain épisode. Pour les gens qui ne connaissent pas, allez voir le premier podcast, parce qu'évidemment, Jean-François Cloutier, c'est ton deuxième passage. Oui. Pas quatrième, deuxième passage au podcast. Éventuellement, on va faire 4, mais re-bienvenue dans le studio. Je suis content que tu aies accepté right through l'invitation. Grand merci. C'est le fun. Comme je te disais, j'ai aucune idée de quoi on va parler. Je sais pas qu'est-ce que je peux amener, mais je suis vraiment content d'être là. Merci super, j'ai une énergie, c'est le fun. Ouais. C'est freestyle. Mais c'est facile de parler avec toi. C'est ça que j'ai découvert dans le premier épisode. T'sais. C'était le fun. Puis aussi ton teint de peau là, qui était peut-être fatigué. Voilà, j'ai travaillé dessus, j'ai travaillé dehors, je me suis fait bronzer naturellement, mais j'ai travaillé sur ça. Correct, ça arrive, on travaille fort, on est fatigué. C'est fait que... Non, ben merci d'être là parmi nous, c'est super cool. Puis évidemment, les gens qui connaissent pas Jeff, allez voir le premier épisode. On parle plus en détail de ton domaine d'activité là, chez IA, ton implication. Fait que non, Jeff, première question que je peux te relancer, c'est what's new, what's next depuis un an, depuis notre dernière discussion niveau business, puis après on peut tomber dans le personnel. Oui, mon passage était un petit peu plus qu'un an, je pense. Oui, un petit peu plus qu'un an, oui. Je pense printemps ou fin du printemps de l'année dernière. Ouais. Écoute, la beauté de la vie, c'est que c'est pas grand-chose de nouveau, mais tout a évolué, essentiellement. Okay. De un, la plus belle chose, je te parlais juste avant qu'on commence à enregistrer, mais mon fils a maintenant 1 an de plus, un petit peu plus qu'un an de plus. Félicitations encore. Ça, c'est incroyable. Le travail, ça continue d'évoluer, puis ça chemine d'une manière vraiment trippante, honnêtement. C'est toujours la constante évolution. Moi, je suis un fan de voitures dans la vie, puis j'aime bien l'image de, exemple, une Porsche. Tout le monde connaît la Porsche 911, mais la Porsche 911 a juste évolué tout le temps depuis sa création. Jamais rien été révolutionné dans une 911. Fait que ma job, ma vie, c'est beaucoup cette image-là. Je me dis, c'est quand ça va bien, aussi bien évoluer que de révolutionner au grand complet. Fait que pas mal tout est dans cette... Fait que de garder le core ouais. qui fonctionne, qui est fonctionnel, qui est très bien, mais d'améliorer certaines choses peut-être ou d'évoluer naturellement. Je sais pas comment tu veux. Ouais, mais l'environnement change. Okay. Comme humain, on change. Notre vie change. Les exigences de la carrière évoluent aussi. Puis la façon qu'on capte l'évolution est là. Fait que il faut s'adapter aussi fait que, à tout ça. Mais je peux pas dire il y a tel élément complètement différent. Parce que tu es le pilier aussi. Tu chapeautes l'équipe justement de conseiller, le CSF. Exact. Puis en fait, ce qui a changé, on est plus que jamais. Niveau chiffre, ça ressemble à quoi? Niveau ton nombre de personnes? Bien, ça, c'est une des choses qui évolue peut-être pas dans la dernière année, peut-être un petit peu plus... en préparation, je l'ai regardé, mais fut un temps où les chiffres étaient très importants, puis j'ai connaissé en permanence tout le temps, exemple, le nombre de personnes.
maintenant, je le sais. Je me suis préparé. On est 76 conseillers au bureau. Cool. En évolution, j'ai 5 directeurs d'équipe qui sont les mêmes. Ça, c'est une belle stabilité dans ma vie. J'ai une toute nouvelle adjointe au bureau qui est exceptionnelle. Cool. Mais ça, c'est une équipe incluant les adjoints et adjointes de conseillers d'à peu près 105 personnes. Fait que ça, c'est un beau changement. Dans les beaux accomplissements, des éléments de fierté de la dernière année, on a atteint le 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Wow. Oui, ça, c'est vraiment trippant. On a fait justement une année record l'année dernière en termes de nouvelles business aussi au niveau du placement. Fait que ça va bien. Fait que de là, c'est d'évoluer. J'engage de plus en plus des gens externes pour venir donner la formation au bureau. OK. Genre? En fait, on a eu une formation il y a quelques semaines sur l'intelligence artificielle. Parce que mon frère, je le salue, mon frère a une compagnie en intelligence artificielle qui s'appelle Zeno AI. OK, très cool. Shout-out. Ouais. Allez voir. Fait qu'il est venu donner une formation, vraiment l'ABC de l'intelligence artificielle, comment l'utiliser au bureau de nous, c'est Copilote, qui est notre outil qui est pleinement accessible. Ouais, Microsoft. Exact, Microsoft. Puis ça a l'air très de base, mais quand on creuse un peu, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Début du mois d'août, on a une formation sur LinkedIn, qui n'est pas le réseau social le plus chouchou, le plus populaire. Mais on va voir ça. Sous peu, on va recevoir M. Robert Dutton au bureau, l'ancien président et chef de la direction de Rona, qui est un homme franchement inspirant et incroyable. Fait que je suis vraiment trippant. Fait que d'avoir des gens de l'externe ou d'autres fois d'autres conseillers qui viennent d'ailleurs au bureau. Tu sais, je pense qu'il serait pertinent, si tu n'avais pas déjà pensé à ça, à offrir justement cet aspect-là de formation, puis d'élever l'équipe ou la qualité peut-être des CSF pour se distinguer, parce qu'il y a beaucoup de compétition, mais c'est de travailler ensemble, mais de voir, moi, je travaille mieux peut-être avec telle personne, mais parfait, mais comment on met cette personnalité-là de l'avant? Le personal branding fait partie de ça, le personal branding, tu sais. Fait que les réseaux sociaux créent du contenu engageant. Si tu n'en fais pas, on le sait, on a déjà parlé il y a 1 an de ça, c'est d'actualité encore. C'est la manière de se démarquer, puis de se faire connaître, puis surtout notoriété, réputation, expertise. Fait que puis cette aussi discussion-là est plus commune, j'imagine, avec tes conseils. Oui, régulièrement. Puis on a même été plus loin. Puis une des plus grandes fiertés que j'ai eues récemment, on a déjà fait du coaching par le passé. Mais voilà, quelques semaines, voire quelques mois, on a fait une journée complète, une journée atelier sur l'aspect humain. Qui nous sommes, comment on réfléchit, c'est quoi la vision du monde qu'on a. Puis ça a été un record. On était 60 et quelques personnes au bureau qui étaient là. C'est une journée que j'ai offerte à ma gang. Puis ça a déboulé en beaucoup d'éléments, entre autres des conseillers qui commencent à envisager leur retraite, qui pensent à différents éléments, qui travaillent sur eux. Fait que ce que j'adore, c'est de pouvoir faire autant de formations, une journée complète, atelier sur l'humain. Puis quelques semaines après, une formation sur l'intelligence artificielle. Fait que, c'est le plein spectre qu'on essaie de ratisser au bureau. J'aime ça, ce que tu amènes, parce que plus tu te connais, mieux tu peux accompagner tes clients aussi. Personal branding part de là. C'est de savoir qui tu es, c'est quoi ton authenticité, c'est quoi ton angle. Si tu essaies de jouer une game pour les réseaux sociaux, puis les gens te rencontrent, puis c'est pas toi. Tu tires dans le pied. Pour vrai, t'es mieux de maximiser. En fait, les gens, on pense se connaître, mais en réalité, c'est comme pas tant que ça. Pas tant que ça, quel genre de message que tu veux projeter sur les réseaux. Tu sais, souvent, on va regarder, je vais faire une trend pour être populaire. Un autre conseiller a explosé, je vais faire ce qu'il fait, je vais copier son ton de voix, je vais copier ça. Non, parce que les gens, ils le suivent pour lui de même. Mais les gens vont le suivre pour autre chose. Fait que c'est ça, c'est de te mettre de l'avant, puis de ne pas être gêné, justement, d'avoir ta propre personnalité, tes propres quirks. C'est le fun à écouter. Puis les bonnes personnes vont relate à ça, puis vont te contacter éventuellement. C'est un peu l'esprit à mettre. Mais après, c'est la formation, de l'explication. Tout dépendant de la génération. Moi, je suis né avec un cellulaire. Exact. Il y en a d'autres que c'est un changement de carrière, c'est une transition, exactement. J'ai eu mon premier téléphone, je sais pas j'avais quel âge, mais j'ai eu... Oui, ça c'est sûr. Mais j'ai eu Internet sur mon téléphone après 1 an de carrière. C'est fou, puis Internet sur un téléphone dans ce temps-là, c'est... c'est rendu mainstream, on parle en 2011, que j'ai eu Internet sur mon téléphone. Fait que, avant ça, si j'allais quelque part, j'avais un GPS dans l'auto, puis c'était ça. Oui, mais ma mère est comme 55, là. Ma mère, si tu écoutes le podcast, je m'excuse, je me trompe tant. Mais elle avait son GPS parce qu'elle est courtière immobilière, puis elle avait avant les TomTom, Garmin et toutes ces compagnies-là de ce monde que tu punchais, puis tu téléchargeais tes maps. J'ai connu ça pendant la première année. Mais même avant ça, il n'y en avait pas, là. C'était des cartes routières. Mon Dieu, genre, je serais tellement perdu. Genre, pour vrai, il y a un talent. Pas de GPS aujourd'hui. Moi, je me promène un peu aléatoirement. Non, mais c'est pas juste ça. C'est le trafic. Il n'y a pas d'instantanéité. Tu as une carte, il y a un accident. T'attends l'accident, tu sais. Bref, il faut évoluer, il faut cheminer. Puis, tu sais, nous, on est dans une business que je considère, oui, c'est des chiffres, oui, c'est des finances, oui, c'est l'argent, mais c'est humain à humain. C'est du H2H, comme dirait, je pense que c'est Sylvain Boudreau, un ami conférencier qui dit ça. C'est H2H. C'est ça qu'on fait. Fait que, si on peut améliorer
améliorer ça. Les gens développent un lien de confiance avec un humain avant de connaître ses compétences. Fait que je suis un fervent de ça, d'avoir les deux aspects. Je pense que l'aspect de formation, de motivation, c'est d'avoir les conférenciers. Justement, Robert Dutton, c'est un bon exemple d'amener puis de faire une conférence, d'inspirer les gens et tout ça, de les motiver. Selon toi, là, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que le taux de roulement a changé depuis un an? Est-ce que ces statistiques-là varient? Je veux dire, n'importe quel, mettons, un courtier qui se lance dans le domaine, après quelques années, va arrêter pour quelques raisons. Puis le pourcentage de gens vont réussir, puis vont... comment tu fais pour réduire ce taux de roulement-là? C'est ça un peu ma question que je veux t'amener, ou tu essayes de faire réduire? C'est un effort de tous les instants. Est-ce qu'on réussit? En toute sincérité, je pense que je te dirais non. Si on était dans un contexte comme à l'époque, moi j'ai connu, puis je ne veux pas sonner vieux ou sortir des éléments avant 2020, mais à tous les jours, à peu près toute mon équipe était présente au bureau. Fait que si j'avais exemple, j'étais comme maintenant, j'avais 76 conseillers, plus 5 directeurs, plus moi, on aurait été à tous les jours à peu près 60 personnes au bureau. Fait qu'il y avait un immense filet pour aider les autres. Ceci dit, la beauté du télétravail a amené plein de choses incroyables, mais amène la notion de choix. De décider, OK, là, je travaille. Fait qu'il y a beaucoup de gens nos ratios ne se sont pas améliorés, mais tous ceux qui veulent réussir, là, je peux te confirmer qu'on s'est amélioré envers ces personnes-là. Mais quelqu'un qui a des enjeux ou qui choisit de travailler, d'être chez lui plus que de travailler de chez lui, c'est là qu'on n'a pas trouvé la recette magique. Dans une business qu'essentiellement, si j'ai 10 personnes qui commencent cette année, je prends une photo de groupe, puis je reprends une photo dans 4 ans, je vais avoir à peu près 3 personnes sur ma photo. Donc, un 30% environ de gens qui font carrière. Mais si quelqu'un fait 4 ans, là, on tombe dans quasiment une rétention totale. Une question facile, c'est pourquoi que ces gens-là, est-ce qu'ils réalisent que c'est peut-être pas un bon choix de carrière pour eux, ou seulement il y a peut-être, je ne veux pas dire une paresse, mais dire, oui, il y a la facilité du visio, puis de peut-être pas la connaissance de comment aller chercher de la clientèle. C'est pas tout le monde qui l'a acquis. C'est de dire, hey, je vais faire du BNI, je vais faire du réseautage en ligne, je vais aller me présenter, je vais aller parler aux gens, je vais créer du contenu, de tout faire. Les entrepreneurs qui font ça ou qui adoptent une certaine stratégie de même dans leur début de carrière, ils ont pas le choix de réussir. Parce que tu amènes toute de la valeur aux gens. C'est toutes ces réponses-là, essentiellement. C'est ça, sûr que ça ne fonctionne pas. D'un, il peut y avoir des circonstances de vie. Familiale. Vie familiale, vie personnelle. Il y a différents facteurs. Tout ça, là. Ça peut être des fois, de notre côté, ça peut être le fit entre des humains. Ça peut être que moi, ce que j'offre ne répond pas à ce que la personne a de besoin pour réussir. Ça peut arriver, puis on ne l'a pas décelé d'entrée de jeu. Mais souvent, ça va être l'enjeu de travailler 35-40 heures par semaine. Tout le monde que j'engage est disponible à travailler 35 à 40 heures par semaine, mais parfois, c'est un enjeu de réussir à remplir son horaire, de qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, tu es entrepreneur depuis plusieurs années. Des fois, juste remplir, tu sais, il faut se donner comme objectif, OK, je dois remplir ce temps-là dans ma semaine. Puis si on le fait, ça va fonctionner. Parce qu'on est dans une réalité que les gens ont besoin de nous plus que jamais. 100%. Oui, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire. Puis je fais une petite parenthèse. Dernièrement, j'ai fait une story pour présenter un lancement de kick-off meeting quand on parle des podcasts pour des entrepreneurs qui ont passé au podcast, qui veulent partir leur show et tout ça. Mais littéralement, un ancien client du podcast il a dit « Hey, c'est donc cool ce que tu fais. Je ne savais pas que tu offrais ce service-là. Et non dire « Peut-être, je suis prêt à faire affaire avec toi, mais je ne savais pas que justement t'offrir. » C'est parce que les gens ne savent pas ce que tu offres ou ne te connaissent pas. Exact. C'est pas parce qu'ils veulent pas te faire affaire. Tu attends que les gens t'approchent. Non, ils connaissent pas. Exact. Présente ta valeur. Puis justement, je dirais, des finances personnelles, c'est tout le monde comprend maintenant de plus en plus l'accès à l'information avec YouTube, puis d'autres outils, fait comprendre que tu veux avoir une retraite qui est confortable. Tu veux être financièrement libre à un certain point. Tu veux placer de l'argent pour ta famille. Tout ça, c'est des concepts qui font de plus en plus trotter dans la tête des gens. Et donc, le CSF est pertinent. Tout à fait. Puis, tu sais, les gens nous associent à quelque chose. Moi, ça fait 16 ans et demi que je fais ça dans la vie. Je suis convaincu, si tu fais un sondage à une centaine de personnes que je connais étroitement, il y en a plein qui vont dire « Ah, Jean-François fait de l'assurance. Ah, Jean-François fait du placement. » Ou il y en a peut-être qui vont dire les deux, mais ils ignorent le reste qu'on fait. Fait que, il faut constamment rappeler aux gens qu'est-ce qu'on fait. Puis souvent, ça arrive, quelqu'un me dit « Ah, Jean-François, j'ai renouvelé mon prêt hypothécaire récemment. Je dis, ah, mais la prochaine fois, justement, de faire plaisir, je vais pouvoir te référer à des bonnes personnes. Fait que, c'est un débat de tous les instants de réussir à mettre ça en lumière. Fait que, c'est un défi. On a une carrière qui n'est pas facile. Puis si on se compare à des entrepreneurs,
le taux de rétention ou le taux de succès en affaires, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans des domaines d'entrepreneuriat variés, que ce soit dans ton domaine d'entrepreneuriat, il reste que c'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Plusieurs veulent, en bon français, le lifestyle qui vient avec ce qu'on peut voir sur les réseaux, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui va payer le prix pour y arriver. Puis moi, au bureau, 90% des gens que j'engage, je suis sur aucun site d'emploi. Tu pourrais chercher mon bureau, tu pourrais taper mon nom, tu ne verras jamais une seule offre d'emploi depuis des années maintenant. C'est des gens du bureau qui me réfèrent. Mais ceux qui me réfèrent, habituellement, c'est parce qu'ils adorent ça, donc ils ont du succès, puis ça fait des fois plusieurs années qu'ils le font. Puis leur vie est vraiment intéressante. Ils adorent, sont passionnés, puis ils réussissent bien. Fait que quand ils me réfèrent quelqu'un, la personne, des fois, ce qu'elle a vu, c'est l'extrait de « Hey, lui, il a telle ou telle vie, il a fait telle ou telle chose. Moi aussi, je veux faire ça, mais il y a un effort qui vient avec ça. » Tu poses des questions précises, puis qui te permettent de saisir plus la personnalité de la personne. Tu sais, quelqu'un qui veut aborder un nouveau challenge, une nouvelle carrière dans ça, c'est quoi les questions que tu vas lui poser? Puis est-ce que tu es capable justement d'identifier si cette personne-là, jusqu'à un certain point, va rester ou va réussir dans cette carrière de CSF? Es-tu capable? C'est une bonne question. Je te dirais, ça frôle l'obsession. Moi, ça fait 11 ans que je suis dans ma chaise actuelle, puis ça fait 4 ans de plus que je suis directeur. Puis c'est la question numéro 1 qu'on se demande, c'est comment déceler le talent. Comment déceler quelqu'un qui va aimer ça, qui va rester, qui va réussir, qui en mange. Puis la réponse courte, c'est que c'est impossible. Parce qu'on a des succès qu'on n'aurait jamais misés sur ces personnes-là. Puis à l'inverse, on a eu des déceptions qu'on aurait misées fort sur ces personnes-là. Fait que tu sais, quand on est encore dans l'étape de la discussion, ça frôle le côté impossible de le prévoir. Ceci dit, le seul élément qu'on a décelé au fil du temps, pas qui va nous garantir un succès, mais qui met beaucoup qui augmente sensiblement les chances. Puis ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas fait ça n'aura pas de succès, mais quelqu'un qui a fait ça risque d'avoir un succès intéressant, c'est la pratique du sport. Quelqu'un qui a fait du sport... Je savais pas que tu allais amener ça, OK. Quelqu'un qui a fait du sport quand il était jeune. Peut-être pas nécessairement sa vie adulte, mais quelqu'un qui a fait un sport qui l'a amené à un niveau au-delà de la moyenne des gens. Que ce soit du patinage artistique, du ski, de l'équitation, du baseball, du hockey, du football, peu importe le sport. Ça amène une discipline, ça amène une dimension franchement intéressante. Mais ceci dit, je le dis toujours, je pense que c'est pas juste chez moi, je pense que c'est dans la vie en général que ça amène quelque chose d'intéressant. Tellement. C'est le seul élément que quand, dans le CV ou quand dans les discussions, la personne me mentionne qu'elle a fait tel ou tel sport dans sa vie, je me dis, on part avec une longueur d'avance. On part avec une discipline personnelle, c'est ça. Exact. Mais c'est ça que ça amène. Tu sais, quelqu'un qui a joué, je pense à des conseillers qui ont joué, mettons, baseball, là, un haut niveau, c'est que si tu as joué au haut niveau, c'est que tu as fait des choses que les autres n'ont peut-être pas voulu faire dans les mêmes circonstances. Ceci dit, je risque de répéter, quelqu'un qui n'a pas fait ça peut réussir. Mais quelqu'un qui a fait ça part peut-être avec une longueur d'avance à qualité égale ou à situation similaire. Je fais souvent un parallèle avec les études supérieures, mettons, l'université, qu'est-ce que ça amène. Plus une discipline, tu sais, puis être capable d'autodidacte aussi, tu sais, d'aller chercher ses propres recherches, de collaborer avec des gens, tu sais, c'est des soft skills que tu apprends à travers ton parcours de vie, que tu n'es pas obligé nécessairement d'être dans une institution, faire un sport. Tu peux apprendre quand même, c'est une ouverture au monde. Mais il y a beaucoup de gens, je pense, c'est ça, qui a peut-être une difficulté de se mettre all-in ou d'être plus sûrs que les autres autour d'eux qui vont réussir. Qui ont tellement de confiance en eux-mêmes qu'ils vont convaincre les autres personnes à rentrer dans leur mission puis travailler avec eux parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont réussir. Oui. Puis les études, ça va toujours dépendre. Je pense qu'on en avait parlé la dernière fois. Les études, ça va toujours dépendre du pourquoi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as étudié? Je vais donner un exemple extrême. Quelqu'un qui aurait fait une maîtrise parce qu'il ne voulait pas affronter le marché du travail. Est-ce qu'il va être un bon atout dans mon organisation comparativement à celui qui aurait quitté l'école secondaire 5, qui voulait tout de suite aller dans la vie, plonger pour différentes situations, faire son travail, apprendre? Si tu me donnes le choix entre les deux, probablement que je prendrais le profil de la personne qui a un secondaire 5. Moi, j'ai plusieurs amis qui ont un secondaire 5 qui sont super heureux. Puis le format de l'école était peut-être pas fait pour eux. C'est parfait aussi. Puis il y en a d'autres que je connais, c'était rassurant de continuer à être sur les bancs d'école. Puis ils l'ont amené très longtemps. Fait que, tu sais, je suis plus mitigé un peu. Mais tu sais, moi, ceci dit, je suis un fan des études. J'encourage mes conseillers à étudier. J'ai mon bac en finance personnellement. C'est ça, mon frère, moi, il a un doctorat, fait que moi, j'ai juste un bac. Mais du haut de mon bac, c'est que moi, ça m'a permis de vieillir. Moi, je suis né fin septembre. J'ai gradué, j'avais 21 ans.
21 ans et demi. Ouais. Une chance. Parce que si on recule, si j'avais arrêté l'école Sure. du haut de mes 18 ans, Ouais. j'aurais pas, Ouais. j'aurais pas réussi les mêmes choses, exemple. Ouais. Ça m'a permis de maturer, de développer des relations, de rencontrer des gens, d'apprendre qui je suis un peu plus, puis de continuer à cheminer. Fait que ça a été très bénéfique. Puis ça m'a appris à apprendre, essentiellement. C'est bon, ça. C'est appris à apprendre, puis surtout trouver des solutions aux problèmes. Ouais. Oui, est-ce qu'il y a beaucoup de notions qui sont peut-être pas pertinentes? Peut-être. Là. Ouais. Je fais mon bac en administration en ce moment, puis je le prends en temps partiel pour ma business, mais je continue quand même, parce que ça te fait sortir de... Je sais pas, justement, ça te met dans... Moi, c'est ma journée d'études. Ouais. Je sors un peu de ma zone de confort qui est plus à business, puis là, je me force à apprendre quelque chose qui est hors de mes connaissances. Puis c'est ça, de collaborer avec d'autres personnes que je connais pas, ça amène ce thought process-là, puis à chaque reprise, c'est général comme conseil, là, mais à chaque reprise que tu sors de ta zone, tu as toujours des nouvelles opportunités qui sortent. Tu plantes une graine à quelque part, ça va t'offrir une fleur qui va pousser ou un concombre. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est on s'entend avec tout ce qui existe sur les Internet, réseaux sociaux, YouTube, tu l'as mentionné, on peut tout apprendre. Il n'y a rien qui n'existe pas quelque part. Si tu veux vraiment comme... Mais la nuance, c'est que si je veux apprendre une notion par moi-même, je vais la creuser puis je vais la trouver. L'école, l'étude, l'université va t'amener des choses que tu n'aurais jamais cherchées. C'est ça, exact. Fait que, si tu as une ligne droite, ben, l'école est un spectre autour qui va t'amener une vision plus large que par toi-même, tu n'aurais jamais cherché ça. Oui. Il y a plein de cours que j'ai suivis que jamais de ma vie j'aurais creusé là-dessus, puis qu'aujourd'hui, c'est très bénéfique dans ma vie. Fait que, c'est ça le côté intéressant de l'école, c'est que l'école t'amène une cadence, t'amène des notions que sans elle, tu n'aurais peut-être pas été chercher. Méthode de travail aussi. Méthode de travail aussi, des relations. C'est incroyable la quantité de relations que je me suis créé à l'université. Puis, exemple, Robert Dutton, c'est un bel exemple. Je suis impliqué encore à ce jour avec la fondation de HSC où j'ai étudié, mais c'est cette relation-là qui m'a permis de rencontrer Robert et de l'inviter à mon bureau. Fait que, ça t'amène à des endroits que tu ne peux pas projeter nécessairement quand tu le fais à ce moment-là. Puis c'est drôle parce que j'avais ce talk-là quand j'étais jeune au secondaire. Je disais, mais l'université, ça sert à rien. Je veux réussir en entrepreneuriat, j'ai pas besoin d'école. Fuck it, tu sais. Puis là, en vieillissant, tu dis, mais on dirait que tu matures aussi. Puis là, ce talk-là est comme, oui, mais non. Tu sais, dans le sens, le succès entrepreneurial n'est pas nécessairement lié à ton diplôme. Là, on s'en fout pour vrai. Tu peux réussir autant. J'ai passé des entrepreneurs qui ont arrêté en secondaire 3. Là. Non, même pas. Secondaire 3. Puis ils réussissent extrêmement bien, puis ils adorent ce qu'ils font. Après, t'en as qui ont eu des diplômes en quantité, puis eux aussi, ils réussissent. Là. Fait que, ça dépend de ton parcours, mais c'est ça, le talk change puis évolue. Après, le talk, mettons, pour un salarié qui sort maintenant, aujourd'hui, c'est très difficile juste de se différencier avec un diplôme seulement. C'est clair. Il y a tellement de compétition. Aujourd'hui, le talk de nos parents, puis... De dire que tu vas te setter avec une job stable, avec ton bac, ça n'existe plus aujourd'hui, ou presque pas. Il faut être dans des expertises très, très nichées. Ah, tu es très, très fort à l'école. Il faut que tu sois exceptionnel. Donc, puis moi, c'était pas mon cas. Moi non plus. Non, c'est ça. J'étais bon, mais c'est ça. J'ai appris plein d'autres choses à l'université qu'à étudier et performer en examen. J'aimerais qu'on amène le côté plus couple aussi, puis personnel dans le podcast aujourd'hui. Puis finance aussi par rapport à ça. Avec ta conjointe, comment vous abordez les finances personnelles? Ouais. Est-ce que vous investissez ensemble ou investissez-vous séparément? C'est quoi un peu votre, sans dire les chiffres, mais c'est quoi un peu votre stratégie, votre discussion? C'est une belle question. Puis un excellent livre que Pierre-Yves McSween a écrit qui s'appelle « La facture amoureuse » qui parle du sujet. Ça vaut la peine. Ouais. Ceci dit, je pense qu'on a la chance, ma conjointe et moi, qu'on n'a pas de tabou relié à l'argent. OK. Pas plus tard que 2 semaines, lundi matin, je vois ma rémunération, j'y ai texté combien j'avais gagné depuis le début de l'année. Assez combien que je vaux, assez combien que je gagne, assez, je veux dire, pas mal toute ma vie financière. Elle connaît mes chiffres, elle me connaît moi. L'inverse est aussi vrai. On a des projets communs qu'on finance à notre manière, que ce soit voyage ou autre, maison, enfants, et ainsi de suite. Ouais. Mais c'est une totale transparence. Puis moi, j'aime cette simplicité-là. Je ne ressens pas le besoin de cacher un aspect de ma vie financière ou personnelle ou autre à ma conjointe. Puis c'est vraiment, elle est fière de ce que je fais. Je suis fier de ce qu'elle fait. Fait que c'est vraiment cette transparence-là totale, personnellement, qu'on a dans la gestion de nos finances. Puis ceci dit, moi, j'ai toujours été un adepte. Tu sais, des fois, j'entends je vais être très, très catégorisé, mais souvent des gars qui sont très, on va dire, craintifs pour les préserver, mais qui vont cacher un peu leur situation financière personnelle
qui vont pas tout dire. Pour projeter une image. Projeter une image, qui vont vouloir partager des coups, par exemple la scène près. Moi, je suis pas là-dedans. Dans ma vie, s'il y a de quoi que j'ai appris, c'est que ça vaut la peine d'être souvent gagnant, de ne pas être celui qui compte. 100%. Puis, pas nécessairement volontairement, mais ça se peut que je donne plus. Oui. Ça se peut que je contribue plus. Ça se peut qu'en bout de ligne, au fil des années, ça m'a coûté de l'argent, mais ça me dérange pas. J'ai pas cette vision-là l'argent, pour moi, c'est comme une vague. Oui, il y en a qui partent, mais je te garantis qu'il y en a qui reviennent. Il y en a qui partent, ça revient. C'est ça constamment, puis ça marche. Bien, on associe ça très émotionnellement aussi dans un couple. Puis la majeure partie des divorces, c'est lié à un conflit financier ou une mauvaise communication par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai une ouverture avec ma blonde très, très tôt dans notre relation sur c'est quoi nos finances. Est-ce que j'ai des dettes? Oui, non. OK, parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi ta stratégie? Puis si on a des projets, comment on fait? Pour voir les habitudes financières des deux, qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi des deux par rapport à ça? Mais tu n'as pas le choix, je trouve, puis d'avoir cette maturité-là. C'est un partenariat. C'est un partenariat amoureux. Amoureux, vrai, complètement. T'as pas le choix, là. Et surtout, c'est une transparence et d'éliminer le jugement. J'ai assurément des dépenses que je fais que ma conjointe doit juger. Dans son fort intérieur. Probablement. Puis ça se peut que des fois, elle me fasse une blague. Puis l'inverse, je ne peux pas dire qu'il est aussi vrai, mais pour avoir des choses que dans ses souliers, je ferais différemment. Mais ceci en bout de ligne, c'est une transparence, puis d'accepter qu'il y a ces trois éléments, essentiellement, un couple. Tu as les deux individus, puis tu as l'aspect commun. Puis tant que l'aspect commun fonctionne, puis tout le monde est content, puis c'est transparent, bien, chacun peut bien faire ce qu'il veut avec son argent. Si j'ai une lubie, puis il y a quelque chose qui me tente, je peux le faire. Tant que nos projets communs ne sont pas affectés par ça. Fait que c'est cette dimension-là, c'est très simple. Faut vraiment, c'est quasiment de s'instruire sur comment fonctionne une incorporation avec un partnership. Quasiment. Pour vrai, là, puis de l'adopter à sa vie personnelle. Quand on est, mettons, un compte conjoint, on a justement des actifs ensemble et tout ça. You need to know. Oui, mais tu parlais des actifs. On est très, malgré qu'on est très en symbiose et on a la même vision, nos actifs sont très séparés. Ah, OK, tu vois. Fait que c'est une discussion aussi qui peut faire. Exact. Que ce soit dans tous les aspects. Fait que c'est une compréhension, c'est une complémentarité, puis c'est une transparence. Puis le but, c'est nos objectifs communs. Dans notre cas, c'est notre garçon. Mais tant que ça fonctionne, que ce soit la vie familiale, la vie avec notre fils, nos projets, nos voyages. On a eu la chance, on a voyagé 6 fois depuis qu'il est né, durant ses 2 ans. Cool. Il a pris l'avion beaucoup plus jeune que moi. J'avais 18 ans, puis il avait 4 mois. Mais tant que tous les projets qui nous tiennent à cœur sont là, puis on peut les accomplir, c'est génial. Après ça, de notre côté, si je veux m'acheter une petite Hot Wheels à la pharmacie, parce que je suis un passionné d'auto, comme je disais, je peux le faire. Parce que tu te dis, c'est 3,25 $. En pharmacie. Hot Wheels aussi? 2 $ au Dollarama. Oui. C'est dans mes hot comme hobby, tu sauras en parler, c'est super. Ouais, mais en fait, ils ne sont pas mis en évidence. Ils sont dans un gros bac de récup dans mon garage. Puis mon fils a une belle collection aussi, des petits m'envolent parfois. Oui, j'imagine. C'est trop cool. Fait que tu as comme ce lien-là aussi avec ton garçon qui est cool, qui est drôle. Mais ça se dit, c'est son intérêt à lui. Oui. Mais ça donne qu'il y a peut-être teinté du mien, mais c'est pas volontaire de ma part. Je veux pas partager avec lui nécessairement cette passion-là. S'il l'a, tant mieux, mais je te confirme, ça vient de lui. Il trippe beaucoup sur les autos. Puis là, vous n'êtes pas marié, dans le fond, là? Non. Right? Vous êtes étonnamment, moi, je le disais avant qu'on enregistre, moi, je suis un divorcé. Oui. C'est pas une fierté, mais c'est un fait. Moi, je suis super ouvert à me remarier. Dans notre dynamique de couple, ça me dérange pas du tout, puis c'est bien correct, mais ma conjointe ne veut pas se marier. Moi, je serais très ouvert, puis elle, non. Fait qu'on n'est pas mariés, on est très heureux, conjoint de fait. Ben non, mais that's fine. Je posais la question parce que j'avais de la discussion justement avec ma conjointe, puis on parlait, c'est quoi ton opinion sur les prenups? Ouais. Ça, c'est difficile à discuter aussi parce que, bon... Ben, faut pas perdre de vue, au Québec, nous sommes régis par le Code civil, un prenup, aucune valeur. Ah bon? Je ne savais pas. Oui, c'est quand même bon à savoir, dans le sens que quand tu te maries, que ce soit à l'église ou que ce soit avec un célébrant, ce qui est la manière que pas mal tous les mariages que j'ai vus, c'était civil, tu as juste 2 options. Tu as le mode par défaut, qui est en acquis. Oui, ça c'est par acquis. Donc, c'est absolument tout acquis durant l'union et séparé moitié-moitié, advenant un divorce. Ou l'autre choix, c'est séparation de biens. Le seul élément qui s'applique, c'est le patrimoine familial. Mais tu ne peux pas t'exenter d'avance du patrimoine familial.
La seule manière que ça soit reconnu, le patrimoine familial aussi pour le bénéfice des gens, c'est les régimes de retraite. Donc, le REER aussi en fait partie, la maison, les résidences de la famille, les voitures de la famille, toute fin pratique, la manière simple, c'est ça le patrimoine familial. La seule manière, sans désiter, c'est au moment du divorce, au moment de la séparation. D'avance, ça n'a aucune valeur légale, peu importe le papier que tu pourrais faire. Tu ne pourrais pas dire, on sépare absolument rien, tes trucs, c'est tes trucs, mes trucs, c'est mes trucs, on se marie, puis si on se divorce, on se doit rien. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas le faire d'avance. Tu peux juste le faire au moment moment du divorce. Oui, le divorce. Puis habituellement, c'est rare que les deux sont d'accord à ce moment-là précis. Puis, là, on a parlé beaucoup d'actifs, puis de voitures, puis de REER, puis de fonds d'investissement. Si on était mariés ensemble, OK? Ouais. Puis là, moi, pendant notre mariage, je décide de me lancer une business, puis ça roule, puis on a des actifs dans le business, puis c'est gros, puis là, for some reason, on se divorce. Ça rentre un peu dans ça aussi? Si tu es en acquis, oui. Si tu es en en séparation de biens, l'entreprise n'en fait pas partie. OK, parfait. C'est intéressant. Mais c'est les deux seuls choix au Québec. Ça allait m'informer aussi là-dessus. Ça valait la peine? Je ne savais pas. Mais non, c'est des éléments importants à prendre en considération, parce qu'essentiellement, un mariage, c'est un contrat qui définit qu'est-ce qui se passe si tu n'es plus avec l'autre personne. Au même titre qu'à plus petite échelle, certains aspects, depuis fin juin 2025, il y a l'union parentale. L'union parentale, donc, pour tout conjoint de fait qui a un enfant, mais tombe régie par l'union parentale par défaut depuis un petit peu plus qu'un an maintenant. Donc, l'union parentale, c'est une version simplifiée du patrimoine familial, c'est-à-dire c'est la maison, les voitures, les biens et meubles, mais pas les REER et les régimes de retraite. Fait que oui, on est régi. Fait qu'il faut juste savoir les règles du jeu selon nos choix de mariage ou pas mariage. Oui, l'importance de s'informer par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, quand tu t'entrevois de bâtir quelque chose de plus gros que toi avec un homme, une femme, peu importe ta douce moitié, tu dois justement t'informer puis de te préparer. Puis surtout penser, je pense, à l'avenir de tes enfants. Tu sais, comme... Qu'est-ce que tu veux bâtir pour le patrimoine familial? Tu sais, c'est quoi un peu ton projet de vie avec tes enfants? Puis ta conjointe, évidemment. En fait, ça fait partie des discussions. Puis ça s'attend à changer, mais avant que mon garçon naisse, c'est un projet d'avoir un enfant, ma conjointe et moi. Le 1 de 1. On n'en veut pas un deuxième. C'est le 1 de 1. Ceci dit, on était un peu des deux visions à l'opposé. Tout ça dans l'amour et tout. Mais essentiellement, moi, je suis un fan de... Essentiellement, pas de travailler pour léguer des choses à mon fils, mais je voulais léguer le maximum financièrement parlant. Pas ma conjointe. Elle, dans un monde idéal, décède à 94 ans avec $0. Fin du jeu. Ah ouais. Tu vois, c'est vraiment deux c'est deux visions un peu pas à ça des opposés. Ça peut affecter au niveau des valeurs. Non, pas du tout. Mais ceci dit, c'était avant la naissance. Ah, OK. Maintenant, si tu poses la question, ça se peut qu'elle dise peut-être un peu ça. Dans l'application, c'est pas ça. Mais tu sais, ce que je veux transmettre, c'est au-delà de l'aspect, c'est au-delà de son patrimoine, dans le sens que si on décède les deux, ben, à part s'il y a un accident grave de voiture, logiquement, un des deux va se rendre loin. Oui. On a beau avoir presque 40 ans, mais ça va être dans 50 ans. Ben oui, c'est ça. J'ose espérer que du haut de ses 52 ans, sa vie financière va être déjà très présente et bien avancée pour pas qu'ils se disent « Moi, ma retraite va venir du décès de mes parents. » Tu ne veux pas ça. Je veux pas ça. Fait que moi, ce que je veux léguer, c'est au-delà de l'argent. Je veux qu'il manque de rien jamais. Je pense que tout parent veut ça, mais je veux y offrir des expériences. Je veux justement voyager, c'est important pour nous. C'est important, je pense, pour lui de faire découvrir des choses, de vivre des moments incroyables. Ça se dit, malgré le beau voyage, tu peux faire en bowling, il trippe à jouer dans le sable si on est dans le sud. Mais c'est parfait. Je joue dans le sable, c'est le fun de jouer dans le sable à Hawaï, sans offense, qu'à Oka. Fait que c'est de faire découvrir des expériences. Puis ça, c'est de le maintenir très longtemps. Ça vaut cher. Puis d'être là, c'est la présence physique plus que l'aspect financier que je veux lui laisser. Puis c'est plus les connaissances aussi, de dire... vous êtes très knowledgeable en placement, puis en assurance, puis en investissement, puis tous les véhicules financiers. Fait que de partager ça vaut quasiment plus cher que le sac d'argent que mettons que tu vas y remettre après. Là. Pour vrai. Là. Ben, c'est d'avoir, il y a 2 ans, mais quand il sera plus vieux, faire des tests, de lui enseigner certaines choses à un jeune âge, parce que sans exception, tout le monde aurait voulu avoir un bagage financier très tôt dans sa vie. C'est ça. Fait que, j'espère que mon fils
va l'avoir. J'espère qu'il y aura un intérêt pour ça. Surtout qu'on a un intérêt ou pas, on va le subir ou on va le vivre. T'as comme pas le choix. Je veux dire, ça exact. fait partie de la vie, là, de s'intéresser Fait à que ça, j'aimerais beaucoup, puis j'ai hâte à ces moments-là. Mm. Ils peuvent venir vraiment longtemps, parce que ça veut dire qu'il va être rendu vraiment plus vieux, là, puis j'aime beaucoup l'âge qu'il a et l'âge qu'il avait. Mais oui, il y a cette dimension-là aussi, tu sais, puis il y a des choses que j'ai mis en place pour lui, c'est ça, pour ses études ou autres, qu'il sera vraiment pas mal pris. Tu sais, à tout point de vue, il y a 2 parents qui l'aiment, il manquera rien, il manque de rien. En plus, son voyage, il a tout en main, mais espérant qu'il fasse quelque chose de bien de son côté un jour. Non, mais tu sais, je sais pas si tu avais déjà pensé à cette idée-là. J'avais passé ça il y a quelques mois, je pense. Mais justement, un parent qui, mettons, son fils ou sa fille commençait à travailler puis faisait un bon montant d'argent, tu sais. Là, tu as ton talk avec ton enfant. Tu te dis, regarde, tu fais de l'argent de côté, tu n'as pas de dépenses. Je veux que, pour que tu puisses résider chez nous, je veux que tu mettes un certain montant de ta paye dans un CELI avec investissement, puis tout ça. Puis que quand tu vas pouvoir partir, mettons, tu vas déjà avoir un montant d'investi comme si c'était une partie de loyer. Fait que ça te force à justement économiser puis à être comme si c'était en appartement, mais tu résides encore chez nous. Fait que plutôt que juste de me donner, mettons, un montant comme ça, puis moi, je paye mon hypothèque avec ça, ben, tu sais, je vais te forcer à économiser. Je trouve que cette pensée-là est cool. Tu sais, c'est dans longtemps. Tu sais, il y a 2 ans, fait que s'il travaille à 5 ans, tu pourrais commencer à Charles. Mais tu sais, moi, l'idée que j'ai à date, ça se dit, ça peut à peu près tout faire, sauf rester pareil. Mais tu sais, moi, j'aimerais juste matcher tout ce qu'il met de côté. Comme le gouvernement? Encore mieux, fait. Pas le gouvernement. Mais tu sais, je sais pas, il réussit à mettre cool, un jour 20 $ de côté par semaine, mais je mettrai 20 $ aussi. Tu sais, c'est de juste créer l'incitatif à mettre de l'argent de côté. Tu sais, puis il y a beaucoup la théorie des genres. C'est quoi pour du plaisir instantané, un gros projet à court terme, puis il y a une partie de l'argent que tu toucheras jamais. Tu sais, juste, c'est développer le réflexe plus que tout. C'est ça que j'aimerais, mais à avoir en temps et lieu. Mais j'aime encore mieux cette stratégie-là. C'est super cool. C'est motivant. Je suis comme, OK, mais si je mets 50, papa va mettre ça. C'est en même temps, il ne faut pas que ça devienne une folie, parce que c'est de faire le juste part entre on a une vie à vivre, il faut en profiter, il faut mettre de l'argent de côté. C'est cette dimension-là. Fait que c'est de gérer en temps et lieu. Au même titre qu'il y a un jour, est-ce qu'on va lui donner une allocation à chaque semaine pour faire ses tâches? Encore là, c'est dans la transparence qu'on a. On n'a pas la même vision, ma conjointe et moi, mais on gère en temps et lieu, on verra. Parlons économie avec Trump. Je l'ai. Asti qui est laid. Non. Mais on va recommencer, là. Mais ceci dit, je trouve que c'est un exemple réel il y a une mentalité de gens qui veulent faire de l'argent sans morale, sans valeur, basée sur rien de tangible et concret et de pertinent pour la société. Puis ça, j'aime pas ça, personnellement. De profiter d'une crise, mettons? Ben oui, ou même en créer pour en profiter. Mais tu sais, il y a des gens, on dirait, qui ont du succès financier, mais c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont rien d'autre autour. Ils n'ont pas utilisé leur possibilité financière pour faire une différence. Ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas de valeur. Pour améliorer la société, peut-être. Exact. Je vais te relancer là-dessus. C'est vraiment une bonne question. Ils font de l'argent pour faire de l'argent, puis c'est tellement dole. OK. Tu me dis, de toute façon, ça filme en continu, j'imagine? Je vais te relancer. Ouais. On s'en va dans un champ gauche. OK, parfait. Ça va pas bien en ce moment. L'économie colline, le détroit d'Ormuz, le gaz, ça coûte cher. Acheter électrique. Moi, je roule électrique depuis 10 ans. Je connais le prix de l'essence parce que je passe de 20 stations-service, mais ça fait 10 ans que je roule électrique. Fait que c'est encore... Mais j'ai une voiture à essence, mais je l'utilise pas beaucoup. Mais il y a des gens qui sont très knowledgeable au niveau de la bourse et donc qui peuvent bénéficier des crises qui se passent, right? Ou font des bons coups purement en calculant ces chiffres et de mettre de côté toute la qualité ou l'investissement des relations humaines autour. Fait que je t'amène sur une question large. Ouais. Comment tu vois justement cette mentalité-là se propager dans notre société? Bien, ça, c'est mes valeurs personnelles. Tu sais, je trouve le succès, s'il est juste financier, en bout de ligne, tu as fait une entreprise ou plusieurs que tu as vendu pour des millions, puis tu es appelons ça riche. Tu es riche. Bon, ouais. Puis c'est tout. Puis après ça, tout ce que tu dis, c'est n'importe qui peut faire la même affaire, puis tu chiales sur les gens qui n'ont pas la même réalité financière que toi, puis tu critiques la société, puis tu n'amènes rien de constructif ou de positif ou même pertinent, mais que tu as une base de gens, tu sais, on est à l'ère des réseaux sociaux, tu as une base de gens qui te suivent, que c'est juste ça. Ça, je trouve ça personnellement excessivement, je veux dire, nuisible. Je trouve que ça amène rien de bon. Puis ça amène un following phénoménal. Ça amène des clics, ça amène des commentaires, mais ça crée de la division parce qu'on dirait que des fois, il y a un clivage entre succès veut dire pas de morale, puis c'est une gang de tout croche. Puis eux jugent certaines autres personnes, disent « Ah, mais t'as juste à faire la même affaire, tu seras riche toi aussi. » De un, je considère que c'est pas tout le monde qui a les mêmes opportunités. Tu sais, moi, je suis impliqué dans différentes causes, mais tu sais,
mon succès, la meilleure mesure de mon succès, c'est qu'est-ce qui rayonne autour de moi. Moi, je veux réussir en fonction de mes valeurs, mes principes, qui je suis. Fait quelqu'un qui fait juste de l'argent pour faire de l'argent, c'est correct. Mais quelqu'un qui fait de l'argent pour faire de l'argent, puis après il dit aux gens, faites la même affaire, puis qu'il y a un jugement envers les autres, ça, j'aime pas ça. Moi, je trouve que c'est un but qui est vide de vie. 100%. Un jour, ils vont décider. Juste pour faire ça comme. Ben, ça sert à rien. En bout de ligne, l'argent, c'est un levier phénoménal pour mener la vie que tu veux. Hey, there we go. Tu peux t'acheter une résidence, tu peux te nourrir convenablement, tu peux faire du sport, tu peux voyager, tu peux passer des bons moments entre amis. Hier, j'ai été au glissade d'eau avec ma famille, puis mon gars, puis des amis, mais ça permet de vivre ces moments-là. Ça permet de faire plein de choses, mais c'est pas un but en soi. C'est très vide, un sinon. But d'accumulation d'argent sans utilisation au bout de la ligne. Exact. Quoi que ce soit, tu sais... bref, l'argent est un bon moteur, c'est un bon levier, mais s'il est associé à rien, c'est triste. Des fois, je me pose la question. Dans la vie, je pense qu'il y a 2 moments où tu rencontres l'impact que tu as eu chez les gens. Un jour, tu prends ta retraite. Ça, en tant qu'entrepreneur, ça se peut qu'à ta retraite, il n'y ait pas grand monde parce que il y a peu de gens. Mais exemple, moi, dans mon cas, je suis un employé des groupes financiers. Mais un jour, je prends ma retraite. Moi, des fois, je me pose la question, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Puis à un autre moment, un jour, je vais mourir. Puis il y aura un service, j'espère, service funéraire, peu importe le format, en temps et lieu sur ça. Puis, même chose, je me demande, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais tu sais, à la fin, tu veux-tu que les gens disent, « Hey, Jeff, il était bon, il fait de l'argent. » Puis quoi d'autre? « Il était bon. » C'était ça. Travailler fort. C'est pas ça, c'est vide. Tu sais, en bout de ligne, tu veux laisser ta trace, tu veux que les gens, d'un, soient présents, par choix. Tu veux avoir un impact pertinent et durable dans la vie des gens autour de toi à différentes périodes. Tu ne vas pas changer la vie des milliers et milliers de personnes. Mais récemment, on a fait un souper de retraite pour mon adjointe au bureau. Puis on était plus d'une 50aine. Wow. Les gens ont contribué un cadeau d'une manière que je ne m'y attendais pas du tout, puis elle encore moins. Mais c'est un moment très précieux que tu peux vivre, tu peux être témoin directement de l'impact humain que tu as eu dans la vie des gens. Fait que je me dis, quelqu'un qui a juste réussi pour réussir, ça sert à rien. En fait, je trouve ça triste. Tu me demandais au début qu'est-ce qui a changé dans ma vie. Des fois, juste mon positionnement, c'est que plutôt que d'être fâché ou de juger, je trouve juste ça triste. En bout de ligne, ça sert à quoi? Pourquoi tu fais tout ça? Puis, qu'est-ce que tu réponds à une personne qui dit « Ouais, mais Jeff, je m'en fous de ce que les autres disent ou pensent de moi. Ce qui est important, c'est ma vie à moi. » Bien, c'est vrai. Mais si quelqu'un le dit devant ses milliers, centaines ou dizaines de milliers d'abonnés, c'est impossible que ça soit vrai, cette phrase-là. Sinon, tu serais tout seul chez vous à faire tes trucs. J'en ai un en tête, là, justement, qui est sur les réseaux. Qui est sur les réseaux beaucoup. OK. Mais si l'opinion des gens comptait pas, tu le dirais pas au grand public. C'est plus ça, c'est d'amener des gens de ton bord en prétendant avoir la vérité, d'avoir compris quelque chose que les gens n'ont pas compris. Après ça, chacun peut vivre sa vie. Au même titre que, je reprends l'exemple du souper de retraite de mon adjointe, de Lynn, j'en ai qui n'ont pas contribué au cadeau. Okay. Je trouve ça dommage pour eux, mais ça leur appartient. De ne pas donner à des causes, c'est un choix personnel. Il n'y a personne qui t'oblige de redonner. Oui, tu payes des impôts. Puis effectivement, les gens riches payent une bonne partie d'impôts. Puis c'est correct, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais si ta fin en soi, ton but, c'était avoir et posséder de l'argent. C'est la vision de l'argent qu'il faut qu'on... C'est notre perception de l'argent qu'il faut qu'on change. Exact. L'argent n'est pas un but, puis c'est pas négatif avoir de l'argent. Non. Je veux dire, n'importe quoi que tu veux faire qui est bon et sain, aussi banal que faire de la course. Il n'y a rien de plus simple que faire de la course. Mais as-tu déjà essayé de faire de la course avec des souliers à 5$? T'as raison. Il y a un coût à peu près à tout. L'équipement de sport. Tu veux t'apprendre sur quelque chose, tu veux acheter des livres, tu veux un bien manger. J'assume que les gens ont été à l'épicerie récemment, mais bien manger coûte beaucoup plus cher que mal manger. Fait que l'argent est un levier pour avoir une belle vie. Prendre soin de soi. Des fois, ça peut impliquer d'aller voir un médecin au privé parce que tu ne voulais pas attendre. Fait que, l'argent est un levier incroyable pour améliorer plein d'aspects de notre vie, mais c'est pas un but en soi. C'est un moteur. Comme on parlait d'auto, les autos ont de l'essence. L'essence pour de l'essence, ça sert à rien. Si tu aurais 4
quatre tankers remplis d'essence, ça sert absolument rien. Exact. C'est un moteur. L'argent, comme on dit, c'est neutre. C'est comment toi, tu la colores, tu l'utilises. C'est un outil, on le répète depuis dans plusieurs podcasts, mais c'est ta vision de ça. Puis surtout, comment tu vas la projeter à tes enfants. Puis à part de là, un enfant qui est élevé un peu dans cette mindset-là aura plus de chances de suivre cette mentalité-là. Donc, tu sais, c'est un devoir en tant que parent aussi de partager cette vision-là, tu sais, du moins qui est saine, là, je trouve. Là. Oui, c'est de partager des valeurs. C'est sain, c'est correct d'avoir de l'argent. C'est correct de faire de l'argent. Exact. Puis après ça, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. Mais tu sais, dans l'opinion, quand on tombe dans des jugements de valeur ou autre, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on c'est correct, là, on accepte tout, mais des fois, des choses, ça ne devrait pas passer comme commentaire. Bref, il faut être très vigilant sur ce qu'on fait et ce qu'on dit avec ces dimensions-là. Non, c'est des sujets touchy. Encore une fois, c'est partie d'éducation là-dedans. Je pense que le système aussi d'éducation a une part de travail à faire, puis après les parents, mais encore une fois, je pense que c'est peut-être certains parents qui ne devraient peut-être pas non plus avoir des enfants, mais c'est un droit humain, c'est difficile d'aller là-dedans, là, mais c'est la réalité des choses. Je vais t'amener, avant qu'on tombe plus dans la clôture du podcast, il y avait une question qui me trottait dans la tête, que je voulais t'amener plus au niveau de ton équipe avec les CSF. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Comment le rôle de CSF, tu penses, va évoluer avec ces nouveaux outils-là que tu avais de la formation, que tu as fait avec Copilot et Microsoft? Le rôle de conseiller. Et Zeno AI, très important. Zeno AI. Exactement, avec ton frère, right? Exact. Zeno AI, puis allez voir sur zenoai.com. Mais c'est quoi l'implication d'un conseiller maintenant avec l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je pense que c'est un must. De faire quoi, là? Oui. Je vais répondre en deux temps. Moi, je me souviens, janvier 2023, dans une réunion avec l'ensemble des conseillers du bureau, j'ai demandé qui connaissait ChatGPT. Ça vient de sortir. La version publique, c'était novembre 2022. Right? C'est ça. On était 2 mois plus tard. Puis, pour la question, puis sur les 40 ou 50 personnes présentes, il y en avait 2 qui savaient c'était quoi? Qui savaient que ça existait. Qui savaient que c'était quoi. Fait que, tu sais, dans mon rôle, j'ai le devoir de transmettre certains aspects. Tu sais, j'ai mes conseillers qui utilisent Plod AI, qui est un enregistreur incroyable pour des rencontres à distance ou en personne. C'est d'amener un aspect technologique à la profession. Au même titre que, tu sais, encore là, si on recule bien des années, la signature était manuscrite papier à l'encre bleue, très important, parce que l'encre noire, des fois, était rejetée parce qu'on ne savait pas que c'était une signature originale. Bref, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est, sans dire que c'est un incontournable, ce l'est pas mal. C'est quelqu'un qui le maîtrise juste d'une manière de base ou intermédiaire, va tellement sauver de temps, va être plus présent pour ses clients dans ce qui compte. Tu sais, ce qui est important comme conseiller, c'est pas le temps de rédaction de mes notes de rencontre. Non. C'est la rencontre. Exact. C'est pas le temps de préparation de la prochaine rencontre, c'est la rencontre, qu'est-ce que j'en fais. Fait que si je sauve du temps avec des outils d'intelligence artificielle, je peux faire plus, ce qui est le fun de ma job et ce qui a une valeur réelle, c'est-à-dire le rôle conseil avec mes clients. Ceci dit, on me pose régulièrement la question, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer le conseiller en sécurité financière ou le conseiller financier, quel qu'il soit? Mon humble avis, c'est la réponse courte et non. Je vais l'expliquer un peu, c'est que les technologies déplacent des comportements. Exemple, on parlait de cartes routières. Avant, les gens allaient se faire des cartes routières ou programmer un chemin. MapQuest ou autre qui existait à l'époque. Oui, bien sûr. Okay. Mais un jour, tu as une technologie qui s'appelle Google Maps, Plan, Waze. Les gens migrent leurs réflexes. Avant, les gens allaient louer des films au club vidéo. Un jour, tu as un Netflix de ce monde qui sort, les gens vont là-dessus. Les gens allaient à l'agence de voyage. Expedia sort, les gens allaient là-dessus. Les gens louaient un chalet sur je ne sais pas quelle plateforme ou je ne sais pas quel endroit. Airbnb arrive. Les gens commandaient du resto, Uber Eats arrive. Nous, les gens n'ont pas le réflexe de nous chercher. Fait que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle serait capable de créer l'opportunité de faire réaliser l'importance aux gens de prendre le temps et de gérer tout de A à Z? Ma réponse courte, je pense qu'elle est non, parce que l'intelligence artificielle n'a pas accès à qui nous sommes. S'il n'y avait aucune barrière, aucun paramètre de sécurité, puis que l'intelligence artificielle a accès à ton téléphone, ton horaire, ton compte de banque, ta tablette, ton cell, toute ta vie, je pense que l'intelligence artificielle, un jour, pourrait nous remplacer. Mais j'ose espérer qu'il y aura toujours des barrières parce qu'on ne veut pas cette dimension-là. On n'est pas dans un monde d'intelligence artificielle, de robots ou autre. On est des humains avec d'autres humains. Puis c'est important qu'il y ait cette dimension-là. Et ceci dit, en ce moment, il y a un taux d'erreur
je peux parler dans notre domaine, il y a un taux d'erreur qui est tellement élevé. 100%. Ben oui. Récemment, j'avais une conférence qui disait que le taux d'erreur frôle le 40 qu'il y a un élément erroné dans la réponse. Puis le taux augmente. Le taux d'erreur a augmenté dans la dernière année. Fait que, tu sais, c'est cette dimension-là qui est très difficile. Même des fois, quand je connais une information, mais je veux me faire résumer, il me ressort quelque chose de faux, je le corrige, il me redonne la même information. Puis des fois, c'est à la 2 voire 3e essai que là, j'ai ce que je veux. Fait que c'est cette dimension-là que l'humain va toujours rester important, puis qu'un bon conseiller concilie l'humain, mais qu'il y a des technologies très avancées. Il ne peut pas dire que ça ne sert à rien. C'est excessivement important, puis il faut s'adapter à ça. Ça va accélérer la qualité du service, pas la qualité, mais la quantité de services qu'on peut faire. Moi, c'est ce que je vois. Moi, je pense que je le vois plus Oui. comme ça, que le remplacement humain, d'après moi, va être inexistant. Il va évoluer. Il va évoluer, c'est ça. C'est tant mieux parce qu'on est dans une industrie, service financier, c'est que les gens manquent d'accompagnement. Tellement. Fait que la technologie Ben oui. peut bonifier ça. Ouais. Il y a tellement de gens qui n'ont pas un bon conseiller. Il y a tellement de gens qui ne font pas les bons choix. Fait que si l'intelligence artificielle est là, peut donner une base. Il ne faut pas s'y fier aveuglément, évidemment. Mais c'est vraiment ça qui est important, c'est que le conseiller qui veut être un conseiller moderne est plus humain que jamais. Ouais. Mais en arrière, il utilise une technologie tellement plus efficace. Tu sais, puis il y a tellement d'éducation. Encore une fois, le podcast fait l'effort de ça, mais on rentre pas assez dans des sujets plus concrets. Ouais. Puis je pense, là, j'amène un autre sujet parce que c'est intéressant. Un conseiller, je trouve que YouTube est une belle plateforme pour l'éducation. Tu sais, c'est accès. C'est reconnu comme la meilleure, en fait, dans le domaine. Une des moins utilisées, mais c'est une des plateformes que les gens utilisent le plus. L'enjeu avec YouTube, c'est que tu as accès à du contenu international, des situations économiques différentes. Ouais. Fait que si tu écoutes un conseiller en placement américain qui dit de faire telle chose, c'est peut-être peu ou pas applicable au Québec. Ouais. Fait que, tu sais, d'avoir du contenu financier, d'investissement québécois sur la situation économique ici, puis peut-être t'intéresser au Canada, mais précisément sur puis le où Québec tu habites. est très différent. On est différent juste au Canada. Donc, tu sais, allons mettre du contenu là-dessus. C'est un CSF qui nous écoute, qui veut éduquer, tu sais, mais au moins proposer ça. De la vraie formation financière, puis je me permets de t'interrompre. Si les gens qui regardent ont déjà vu passer un vidéo qui faisait la promotion d'un concept qui s'appelle l'Infinite Banking. Ah ouais. Sans exception, ça ne s'applique pas au Québec. Point. Ça s'applique pas au Québec, mais pourtant, on voit tellement des pubs, des TikTok, des gens qui en parlent. Exact. Ils disent, faites ça, tu sais, c'est comme... Il y a des choses similaires avec le type de produit similaire, c'est rapproché, mais ce qui s'appelle le Infinite Banking, ça ne tient pas la route. Si un conseiller publie une vidéo comme ça, par pitié, ne faites jamais affaire avec lui. C'est pas votre intérêt qu'il a à cœur. Tu sais, je vais donner un exemple extrême. J'ai dans mon bureau un ami qui voulait ça. Puis j'ai dit non. Puis il m'a dit, mais ça a l'air vraiment bon. Puis en toute transparence, puis c'est un cas qui sort de l'ordinaire, mais j'ai dit, si je le vendais, ma commission serait dans les forts 5 chiffres. Si je te dis que c'est pas bon, c'est pas bon. Puis on appelle ça du Infinite Banking, le coffre, n'importe quel truc qui a de l'air trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai, ne faites pas ça. Quand tu dis c'est trop beau pour être vrai, ça s'adapte pas à la réalité québécoise. D'aucune manière. La fiscalité canadienne, c'est pas comme ça que ça marche. Aux États-Unis, ce serait différent. Oui, on n'est pas aux US. Mais exact. Fais un bref résumé de ce que c'est l'Infinite Banking pour les gens qui écoutent qui ne savent pas. Parfait. En fait, si vous le voyez en gros, c'est ça le concept. Ouais. Mais c'est le concept de devenir sa propre banque en achetant une assurance vie qui a des valeurs à l'intérieur. Okay. Puis dire, tu peux emprunter dessus, puis tu viens ta propre banque, puis c'est du génie, puis c'est incroyable. D'un, de la fiscalité impliquée, un jour, tu vas payer de l'impôt. Puis de deux, tu vas te financer un taux d'intérêt dérisoire. Puis avant que ça ait une valeur significative, il va être trop tard. Fait qu'on vend un concept comme s'il était miraculeux, comme s'il était incroyable, comme si tu mettais de l'argent en assurance vie puis ça devenait ton meilleur levier financier, mais c'est absolument faux, c'est pas le cas. Puis si un conseiller fait une vidéo là-dessus, vous pouvez y enlever toute crédibilité. Ça, c'est mon humble avis. Ouais. Mais comme je vous dis... À part pour discréditer l'Infinite Banking. Exact. Ça, j'en ai des très bonnes conseillères à mon bureau qui ont déjà fait des vidéos là-dessus. J'ai des conseillers aussi. Puis c'est teinté un peu de ma vision aussi, mais c'est juste c'est factuel. Merci d'en parler parce qu'il y a tellement de banking, noise. c'est pas une stratégie envisageable. Il y a des éléments similaires avec des produits pareils qu'on peut faire, mais d'un Infinite Banking, c'est 2 mots, Infinite et Banking. Fait que Infinite veut dire infini en français. Banking veut dire donner ta propre banque. Dans aucun monde
c'est infini, puis tu deviens ta propre banque. Point. Puis comme je vous dis, j'ai refusé une transaction. Parce que le On a client fait t'a approché complètement pour autre ça. chose. Là. On a fait complètement autre chose. Est-ce que tu tu sais, j'ai aurais pu refusé être malhonnête puis l'offrir? Moi, non. C'est-tu J'aurais possible? jamais pu. Ben, en fait, un conseiller aurait pu le faire. OK. Moi, jamais Mais c'est dans ça. 100 ans. Exact. Parce que c'est vendre du rêve, de la poudre aux Ouais, yeux. Puis il y en a qui ouais. n'ont même pas de permis dans notre domaine, qui font des formations de coaching immobilier, qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui vont parler d'un concept, qui vont juste changer de nom. Ouais. Mais ça ne tient pas la route. C'est pas fait pour monsieur, madame, tout le monde. C'est produit là pour cette utilisation-là. Point. Puis là, tu viens de pinpoint aussi monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, je pense que les concepts les plus simples de placement à long terme, it's the best way to go. Là, 100%. Souvent, dans la plupart si du quelqu'un cas, arrive de quoi être révolutionnaire, ça n'existe pas. Je veux dire, ça fait 18 ans que je suis dans le domaine. Ça fait, j'en ai vu, il n'y a rien de révolutionnaire. Le bon vieux principe de tu mets de l'argent de côté, tu te payes en premier, à chaque paye, tu as un prélèvement automatique. Tu optimises les types d'enregistrement entre le REER, le CELIAP, le CELI, le régime par études. Tu te couvres en cas de décès prématuré, invalidité ou de maladie grave. Ça va bien aller. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est comme le talk des investisseurs boursiers qui disent c'est comme j'ai fait un beau coup, là, j'ai acheté cette action-là très basse, ça a explosé, puis là, je l'ai revendue, puis là, avec mon AI robot, là, j'ai pu identifier tel stock qui a augmenté. Mais on est dans cette période-là, dans cette cette ère-là. Puis, tu sais, c'est toujours la même chose. Si je possédais 500 portes dans l'immobilier, pour vrai, explique-moi pourquoi je vendrais une formation à 10 000 pour montrer ça à des gens, comment faire. Si je possède 500 portes, là, mets une valeur normale de 200 000 la porte, j'en ai 500. Et tu chargerais ces formations-là, tu sais, mettons, si c'est pas du contenu que tu mets out there. Exact. Pourquoi charger quand... Pourquoi passer mon samedi à donner une formation de tout avec mon fils? C'est une question à se poser, t'as raison. Pourquoi je Juste, c'est quoi l'objectif derrière? Tu sais, que ce soit dans le trading ou autre, tu sais, souvent, les gens dénigrent le côté d'avoir un conseiller financier parce qu'on coûte cher. C'est vrai qu'on coûte cher. Je ne dirais jamais l'inverse. On a des frais de gestion qui, en proportion, c'est pas tant. Mais en dollars absolus, quelqu'un qui a beaucoup d'actifs, ça peut représenter une bonne somme d'argent, mais l'objectif, c'est de livrer plus de valeur. Ouais. Tu sais, puis un exemple, puis quelqu'un qui à l'écoute ferait mieux, tant mieux. Mais les gens disent qu'un frais de gestion que tu paies un conseiller réduise ton rendement d'autant. Tu sais, mon rendement personnel annuel composé moyen des 11 dernières années, il excède de 12 %. Je paye les mêmes frais de gestion que n'importe quel de nos clients. Excède 12 % Et plus de 12 % par année. Wow. Ceci dit, si quelqu'un peut vous fournir preuve à l'appui que son rendement personnel annuel composé, que dans toutes les hausses, les baisses, peu importe ce qu'il a vécu dans sa vie, il est de 15 % et plus, là, c'est intéressant. Mais il faut être très... discipliné. Faut être discipliné. En fait, c'est même pas de la discipline, c'est très simple à faire. OK. Mais c'est pas du 28 %, c'est 12 % annuel composé. Puis c'est la dernière fois que j'avais regardé, parce que c'est rare, des fois c'est plus pour répondre aux gens. Mais si quelqu'un vous arrive avec un track record incroyable, puis sur un montant d'argent intéressant, je parle pas de quelqu'un qui avait mis 200 $ sur une action puis qui a fait, ça l'a explosé. Tu sais, sur un montant intéressant, preuve à l'appui, il peut le montrer, on peut l'écouter. Sans preuve à l'appui, faut douter de ce qui est mentionné. Puis, tu sais, puis j'aime ça faire un shout-out à l'équipe de Martin Lapointe parce qu'ils sont exceptionnels, puis je les aime, puis je veux dire, juste en rendement, moi personnellement, depuis le début de l'année, le 1er janvier, 15 % de rendement sur un de mes CELI. Absolument. Fait que là, t'es comme, oh my God, juste le fait de skipper de la banque, du conseiller bancaire, je dénigre pas encore, il y en a qui sont bons, mais généralement, moi, c'était 1 ou 2 % là, on s'en fout déjà, c'est dégueu par l'inflation. Là. Mais juste de voir ça, tu te dis, c'est excitant de voir juste le pourcentage d'argent que j'ai pu accumuler juste en rendement. Puis, je veux dire, même si, mettons, dans une période, ça va moins bien, j'étais à moins 3. Mais c'est que le c'est bon pas grave, ça va remonter. Je sais que ça va remonter. Quand je communique avec... j'ai peu de clients, là, de par ma fonction, mais quand je communique avec les gens, c'est en ce moment, exemple, un 15 %, les meilleurs conseillers vont dire, Anto, il faut en profiter quand ça passe. C'est important de le faire, mais d'un, ça ne va pas se maintenir dans le temps. T'as raison. C'est au-delà de la moyenne espérée, mais il faut le faire, ce rendement-là, parce que quand un jour ça va corriger ou ça va baisser, la volatilité, c'est normal. En moyenne, à peu près, pas tout à fait une année sur 3, près 30 % du temps, entre 25 et 30 % des années, c'est négatif. Fait qu'en moyenne, c'est un rendement X qu'on vise. Quand on est au-dessus, tant mieux. Quand on est en dessous, il ne faut pas paniquer non plus. Il ne faut pas paniquer. C'est juste principe vieux comme le monde.
c'est simple, c'est juste ça. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah, mais un conseiller ne va jamais battre l'indice. Il n'y a aucun fonds négocié en bourse qui bat son indice non plus, parce qu'il fait l'indice moins un certain frais. Fait que, tu sais, la discussion est un peu vide. Fait que, il y a des... Tu sais, le but, c'est de se retrouver juste dans une logique, pas d'être dans un extrême ou l'autre. Puis, je dis pas que tout le monde a besoin d'un conseiller. Il y en a qui sont capables de gérer leur placement par eux-mêmes. Dans ma vie, ça a juste à donner que c'est très rare que j'ai rencontré des gens, preuve à l'appui, réponse à l'appui, qui étaient aptes à gérer tout ça. Est-ce que ce message-là, en ce moment, s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, ou ses intérêts, mettons, personnels, sa zone de génie n'est pas dans sa gestion, veut voir ses placements, les changements et tout ça, les investissements, s'intéresse à ça, mais justement de changer de stratégie au fur et à mesure, d'acheter des fonds par-ci, par-là. Moi, personnellement, c'est le temps que j'ai eu. Je veux déléguer à quelqu'un qui est disponible, qui est flexible, qui peut me conseiller. Ça vaut-tu la peine? Maintenant, on parlait du CELIAP et du REER. Dans ma situation, on va acheter en 3 ans. Est-ce que je mets dans mon REER ou je mets dans mon CELIAP? Exact. Puis la bonne réponse, c'est que ça dépend. Dépend puis de connaître ta situation en détail, puis c'est là qu'on va arriver avec une bonne réponse. Je demande à ChatGPT, si ton prompt, même s'il est parfait, ça va être biaisé sur ce qu'il y a comme information sur le web. Oui. C'est pour ça que l'approche humaine vaut son le pain d'argent. C'est super important. Puis on passe beaucoup de temps à bien connaître nos clients, établir les liens de confiance. Puis c'est le côté de la pérennité du rôle conseil qui est important. C'est d'avoir une personne de confiance qui va être là pour t'accompagner maintenant, dans 3 ans, quand tu vas acheter ta propriété, l'année prochaine, dans 6 mois. Ça évolue, ça change. C'est ça le rôle du conseiller. C'est tout. Fait que, il y a beaucoup, dans une époque, il y a beaucoup de formations qui se vendent. Puis, en passant, je me souviens, là, on entend moins parler, mais moi, il y a plusieurs années, dans mon club d'auto, il y avait un gars qui vendait la formation sur la crypto. OK. Puis la formation, c'était 5 000 pour un week-end. Mais les gens se fiaient sur, de mémoire, il y avait une McLaren, peut-être. Les gens disaient, il y a une McLaren, de savoir ce qu'il fait. Mais en même temps, si je vends 15 formations à 5 000 pour un week-end, je fais de l'argent. Je peux m'acheter une McLaren. C'est pas le rendement sur ma crypto que j'achète qui peut me faire vivre une vie. Fait que les gens, après ça, associent, hey, il y a tel auto, il doit être vraiment bon dans la formation. Non, il est peut-être bon pour vendre une formation et d'avoir des gens dans la salle. Mais tu sais, quand tu vends du rêve, puis après ça, il y a toujours des phases. Fait que faut être très vigilant. Fait que il faut juste demander des preuves à l'appui. Puis surtout des preuves sur une longue durée. Tantôt, je te parlais 12 % il y en a peut-être qui écoutent, qui disent c'est ordinaire. Moi, depuis 3 ans, je fais plus que ça. Mais je parle sur 11 ans. Tu sais, juste sortir sur l'historique. de l'historique. Puis si le conseiller n'a pas 11 ans de carrière ou un peu 11 ans d'investissement, mais peut présenter quand même la performance de ses fonds historiques. Exact. Fait que tu sais, c'est juste d'être très vigilant, d'avoir un doute, parce que moi, j'ai toujours dit que les finances, c'est la chose la plus précieuse qu'on peut confier à une autre personne. Si on paye des formations 10 000, 5 000, 2 000, puis après ça, il y a une autre formation que tu payes dans 8, 10, 12 mois pour rester dans je sais pas quoi. Ça, le seul fait, c'est que tes frais sont de 10 000, peut-être une fois par année. Puis, bref, il faut être vigilant. Ceci dit, je ne dis pas que tous les conseillers sont parfaits. Faire affaire avec la bonne personne, ça fait toute la différence. Exactement. Puis ça fait un lien avec pourquoi je mets autant en avant les CSF dans le podcast, parce que chaque CSF a sa personnalité aussi. Il va fitter mieux avec une personne qui va écouter le podcast et une autre non. Fait que c'est un peu pourquoi, puis surtout faire de l'éducation sur les finances personnelles. Puis dans l'accompagnement avec un CSF, tu as aussi le concept du profil d'investisseur. Fait que, à quel niveau de risque que tu veux gérer tes finances. Moi, personnellement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que plus tu es risqué, plus tu as des hauts de rendement, plus tu as des hausses baisses aussi. Exactement. Fait que c'est te connaître toi, dans le fond. Right? C'est ça la question à se poser. Est-ce que tu es prêt à encaisser, es-tu prêt personnellement, émotionnellement à encaisser la baisse au cas où? Absolument. Maintenant, il y a tout jamais. Puis oui, un conseiller fait ce job-là, puis c'est l'amplitude des mouvements à la hausse et à la baisse qui sont augmentés. Puis tu sais, quand on commence, si quelqu'un a 3 000 $ puis tu perds 30 so be it, là, tu sais. C'est la vie. Mais si ton 3 000 est rendu 600 000 puis tu perds le même 30 %, mais là, tu viens de perdre 180 000. Est-ce que tu réagis de la même façon sans émotion? Non. Fait que, tu sais, dans les théories, entre la théorie, la pratique, il y a de l'humain, il y a de l'émotion. Puis c'est ça qu'il faut faut prendre en considération. Tu sais, c'est peut-être 10 à 15 % des gens qui peuvent subir une forte volatilité dans leur portefeuille. Mais c'est tout. C'est pas 100 % des gens. La théorie dirait qu'on devrait être investi de manière audacieuse et avoir un niveau de risque élevé. Selon l'historique, oui. Mais on est des humains, d'émotions. Puis la pire chose à faire, c'est prendre la mauvaise décision au mauvais moment. Oui.
Après, tu as l'extrême des CPG que. Exact. On Ça, n'ira pas là-dedans, mais en tout cas. je te dis, dans le bureau, on gère, on est rendu à, je pense, 1,2 milliard. OK. Puis les CPG, c'est une infime partie Right. de ce qu'on fait. Parce que ça peut arriver qu'il y ait un objectif clair, style dans pile minimum 12 mois, mais c'est très rare. OK, interesting. Je fais du coq à l'âne, on s'en va plus vers la clôture du podcast. Yes. J'ai 2 dernières questions que je t'avais posées au niveau c'est quoi pour toi une vie qui est pleinement vécue? Est-ce que tu veux amener quand même un ajout là-dessus? Parce que je sais qu'on en a parlé pas mal dans le podcast. Oui. T'aimerais-tu? Fait que dans ton livre à toi, rendu à 40. Bientôt 40. Fait que 39. Fait que je t'enlève. On va y aller rendu à 35 ans. Non, mais à 39 ans, c'est quoi une vie qui est pleinement vécue? Dans le livre à JS, excuse-moi. Je te pardonne, c'est correct. J'ai un ami qui s'appelle JS, je le salue. Jean-François. Une vie pleinement vécue, puis ce que je veux dire, là, c'est cliché, ça vient pas de moi, ça vient d'une citation, c'est, la vie se mesure pas en nombre de respirations qu'on prend, c'est en nombre de moments qui nous coupent le souffle. Ça, drop the mic. Ah ouais, drop the mic. Damn. Puis c'est ce que j'ai eu en réflexion, en prévision de cette question-là, mais tu sais, c'est l'extrême. Ouais. Mais c'est le nombre de sourires, que ce soit le nôtre ou des gens proches de nous. Puis évidemment, avec l'âge, la maturité, la sagesse, c'est beaucoup dans la simplicité. Ouais. C'est des moments, c'est des gens, que ce soit des amitiés, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit avec nos enfants, avec nos conjoints, conjointes. C'est ça qui est une vie pleinement vécue. C'est d'accepter qu'au travail, j'ai des ambitions, je veux faire de la croissance, je veux m'accomplir, je veux avoir du fun en faisant ma job. Ouais. Mais hors travail, je veux tout ça, même plus. Je veux avoir du fun, je veux sourire, je veux vivre des moments. Puis c'est essentiellement, c'est de vivre une vie où on peut choisir où on est. Tu sais, ce matin, j'ai choisi d'être avec toi parce que j'étais content de te voir, j'étais content de faire le podcast. Moi aussi, Jeff. C'est pas par obligation d'aucune façon. Fait que tu sais, c'est d'avoir le luxe de faire le choix rationnel, humain, émotif de c'est ça que je veux faire en ce moment, mais en acceptant qu'essentiellement, oui, ça prend un travail, il faut gagner sa vie, il y a des choses, je peux pas juste dire, bon, ben, c'est fini, je vais arrêter de travailler, c'est pas ça. Sure. Mais c'est ce choix-là, mais c'est de vivre des moments, des expériences avec des gens qu'on aime. C'est là, je trouve que ça prend tout son sens, sincèrement. Une vie pleinement vécue, c'est la plus simple expression, c'est ça. C'est exceptionnel comme réponse. Ouais. Puis probablement justement en vieillissant, puis peut-être si on se reparle dans 10-20 ans, dans d'autres contextes, ça va peut-être changer aussi cette vision ou va évoluer. Ça évolue, mais tu sais, right? je trouve que c'est ça qui est le fun. Tu sais, j'ai un exemple de la vie quotidienne, mais tu sais, hier, mon gars, pendant 1 minute et demie, me donnait des becs, il me faisait des pets dans le cou. Okay. Ma vie était pleinement accomplie, satisfaisante, incroyable à ce moment-là précis. Ouais. Puis après ça, on faisait d'autres choses. Fait que tu sais, c'est d'être dans le moment présent. Ça peut sonner cliché, mais ça ne l'est pas, je trouve. Ouais. Fait que c'est de choisir avec qui on passe notre temps, d'avoir du fun, puis d'être ouvert aussi aux nouveautés, aux nouvelles rencontres, aux relations, aux gens qu'on peut croiser. Puis c'est de sortir de l'ordinaire aussi. Bien, juste en analysant ta réponse, je sais que tu es un bon humain. Tu es juste un bon humain, puis on est venu au monde pour avoir un impact sur notre société, sur notre famille. Ça amène à la dernière question. Oui. Tu m'as parlé dans notre rencontre préparatoire de ta mission philanthropique, right? Fait que, rendu à un certain âge, comment tu veux redonner à la société? C'est quoi l'impact que tu espères avoir sur la société québécoise, mettons, si on pinpointe là-dessus? Là. Moi, le mot philanthropie, je trouve toujours que ça sonne un peu hautain. Oui. Bill Gates, là, genre. Mais disons, philanthropie, peu importe le niveau, de redonner. Ouais. Moi, dans ma vie, c'est présent depuis 15 ans maintenant. Okay. Que j'ai des engagements formels que je redonne. La trace que je veux laisser, ça a évolué au fil du temps. C'est comme n'importe quoi. Depuis les derniers mois, 2 dernières années, essentiellement, moi, je veux contribuer à toutes les sphères que je trouve importantes pour moi. Je vais dire de manière égoïste. Je donne parce que ça me tente à moi, pas parce que la cause paraît bien. C'est moi, Jean-François, choisi de mettre mon argent à droite ou à gauche pour teinter la vie que mon fils va avoir plus tard. Moi, je trouve important que les gens, on parlait d'éducation tantôt, je trouve que les gestionnaires à tous les niveaux, que ce soit gouvernemental, société privée, organisme parapublic, les gens qui gèrent d'autres humains, qui soient bien formés, avec des bonnes valeurs, qui soient à bonne place. Fait que l'éducation est importante, c'est là que j'ai mon engagement le plus important. L'art et la culture, moi, c'est des choses que je consomme, que j'adore. Puis je trouve une société sans art, sans culture, sans humour, est une société vide de sens. C'est un peu une société sans âme. Exact. Fait que je trouve ça important. Puis l'autre aspect, c'est d'aider les gens qui n'ont peut-être pas la même chance que moi, qui sont plus vulnérables, beaucoup les enfants et les femmes.
de mon côté, comme je dis, de manière égoïste. Puis toutes les causes sont bonnes en passant, mais ça, je parle de ma philanthropie. Mais c'est pas tout le monde qui vient au monde avec la même chance. Moi, j'ai des parents phénoménaux, des parents incroyables. Un frère qui est mon meilleur ami que j'adore depuis toutes ces années. Mes parents ont célébré récemment leur 46e anniversaire de mariage. Moi, j'avais tout pour que ma vie soit belle, simple, mais j'en suis conscient. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait que d'aider les plus vulnérables, que ce soit pour différents facteurs ou que ce soit la vie qui les a amenés là, ça, je trouve ça important. Fait que c'est faire une différence pour teinter la réalité dans laquelle mon fils va évoluer plus tard. Future génération. 100%. Parce qu'une société qui est plus riche, mettons, ça part tout de comment tu es né, puis ton environnement, puis socio-économique, parental. Tu veux tout donner pour que ton enfant ou tes enfants réussissent le plus. Donc, puis ce que ça donne, c'est que c'est un bien commun. Exact. Fait que l'impact sociétal est vraiment très présent quand, justement, tu as une meilleure qualité d'éducation ou, justement, des bonnes finances, une bonne carrière, en tout cas. Fait que c'est important de parler de ça, puis de redonner. Puis, justement, tu m'as mentionné que tu commanditais le gars fier, right? Absolument, très content. Parce que lui, il a une mission très, très, impact social pour redonner aux gens en aide. Allez voir le podcast qu'on a fait avec Pietro, c'est une scène. Allez voir ce qu'il fait, c'est aller l'encourager. Donc, c'est une belle mission. Oui. Puis je trouve que c'est là que le succès prend son sens quand il rayonne. Yes. C'est que juste moi, tout seul, mettons, c'est pas mon cas, mettons, j'aurais une grande maison, une piscine incroyable, puis un paysage incroyable, mais je suis tout seul là-dedans. So what? Pour moi, ça ne vient pas me chercher. Ou du moins, c'est peut-être la vision que j'avais du succès qui était plus chiffrable. Mais tu sais, je trouve que le succès se mesure à l'impact qu'on a dans la vie du maximum de personnes. C'est comme un code de communauté communautaire, right? Oui. C'est un commun, en fait. Oui, puis moi, je suis fier, je suis signataire du mouvement des charitables. OK. Essentiellement, les charitables, c'est des gens, engagement moral, il n'y a rien de signé directement, mais qu'on s'engage moralement à redonner 5 % de notre rémunération à chaque année. Trop cool. OK. Puis je trouve que c'est un mouvement très noble, très cool. Puis après ça, à travers ça, tu sais, évidemment, pour certains, 5, c'est peut-être beaucoup. Mais il y a, j'oublie c'est quoi le terme, mais il y en a, c'est les futurs charitables qui s'engagent à donner 1, 2, 3, 4 %. Mais tu sais, juste de prioriser, de redonner. La vie prend tout son sens. Tu sais, quand on donne, j'ai dit c'est très égoïste, mais honnêtement, je bénéficie massivement. Quand je donne quelque chose, je reçois énormément. Je parle pas juste d'un reçu d'impôt, là. Je parle humainement parlant. C'est que tu reçois beaucoup en donnant. C'est vrai avec les gens qu'on aime, c'est vrai que nos amis, c'est vrai que notre famille. Fait que je trouve que la vie est plus belle quand on arrête de compter. Que notre vie n'est pas une série de colonnes de plus, moins. Si on s'implique et on donne, ça nous revient beaucoup. Puis j'ai fait tellement de rencontres incroyables. Puis j'ai une belle curiosité de ce côté-là. Puis c'est quelque chose que je veux léguer, montrer à mon fils, puis je veux maintenir pour toujours, honnêtement. C'est insane. C'est le genre de podcast que je ferais des 2-3 heures. Mais je pense que c'est une belle clôture. Tu as bien répondu aux questions. C'est exceptionnel. Encore une fois, les gens qui veulent encore plus te connaître, allez voir le premier épisode. Ça donne aussi d'autres sujets qu'on n'a pas abordés aujourd'hui. LinkedIn est une belle façon aussi de... Instagram est décevant. Mais LinkedIn est quand même une bonne manière Pourquoi? Pour contacter? Tu le suis? Ben, pour me contacter, ça marche, mais c'est juste... Je mets peu de contenu. C'est vrai que les dernières capsules, c'était sur ton compte Instagram. Exactement, c'était notre rencontre de l'année dernière. On va travailler là-dessus. Faut qu'on trouve quelque chose. Mais merci, Anto. C'était vraiment un plaisir. Puis ça a passé excessivement vite, sincèrement. Puis non, je suis content que tu aies accepté. Encore une fois, tu as accepté. La preuve que les gens aiment cette expérience-là. Oui, il y a une stratégie marketing, il y a du contenu qui ressort des capsules, mais je pense que l'effet va plus loin que ça. C'est permis de verbaliser en fait, quel genre de vie que je veux mener aussi. Oui. C'est une introspection à savoir comment je veux bâtir ça, c'est quoi l'impact que je vais avoir sur mes enfants. C'est des questions que souvent, peut-être qu'on internalise, qu'on assume que on sait déjà la réponse. C'est un beau travail sur soi. Oui, c'est ça. Puis la rencontre préparatoire, c'est le fun de le faire avec toi, mais c'est des bonnes questions. Je te l'avais dit d'entrée de jeu, je ne savais pas qu'est-ce qu'on pouvait jaser et tout, mais c'était vraiment trippant, puis j'espère qu'il y en a certains qui vont apprécier. Puis, je pense que oui. Merci. C'est vraiment le fun. Puis tout simplement, allez contacter Jeff sur LinkedIn. Puis allez partager le contenu qu'on va publier. Évidemment, comme le premier épisode, je te propose toujours de faire une relance dans un an. On va se revoir, puis on va pouvoir parler de sujets peut-être avec ta famille. Ton enfant va avoir 3 ans. Mais non, les changements, puis tu es toujours le bienvenu. Merci encore, c'était super. Merci à toi. C'était un plaisir sincère. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.